Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une reine rebelle, une reine guerrière, une veuve, une mère, la reine Boudica. Elle endosse de nombreux rôles tout au long de sa vie, et pourtant elle n'est citée que dans deux sources historiques, toutes deux écrites par des historiens romains. En 60 après Jésus-Christ, elle prend la tête d'un soulèvement qui lui a non seulement assuré une place de choix dans l'histoire, mais aussi a révélé les complexes relations entre les Romains et le peuple breton. Vous voulez en savoir plus sur la révolte de Boudica? Venez avec moi. L'œuvre de l'historien romain Tacite au IIe siècle est l'une des deux seules sources écrites connues sur Boudica. L'autre est l'œuvre de l'historien Dion Cassius au IIIe siècle. Chacun fournit des détails sur le soulèvement breton. Les causes, les personnages principaux, les victoires, les défaites. Ces événements sont traditionnellement datés de 60 à 61 après Jésus-Christ. Des recherches récentes suggèrent cependant que la révolte peut-être a pris fin à la fin de l'année 60, car les informations contenues dans les tablettes romaines récemment mises au jour indiquent que Londonium, Londres moderne, était à nouveau un carrefour commercial florissant. Les deux auteurs offrent à leurs lecteurs des perspectives bien différentes sur cette révolte. Tacite présente les deux côtés de l'histoire en décrivant les provocations endurées par les Bretons. Bien que lui-même membre de l'élite romaine, Tacite n'était pas un fervent défenseur de la dictature et de la rébellion, lui servit de prétexte pour remettre en cause la manière dont la province était gérée. Mais seul Dion Cassius a brossé un portrait de Boudica. On en sait peu sur les premières années de Boudica, cependant les deux auteurs s'accordent pour dire qu'elle était de descendance royale et connue pour son extrême intelligence. On raconte qu'elle était grande, puissante, avec de longs cheveux roux, un regard perçant et une voix dure. Elle s'était mariée au roi de la tribu Icénie. Les Icénies ont tout d'abord réussi à conserver leur indépendance lorsque l'empereur Claude a conquis Britannia en 43 après Jésus-Christ. Ils ont menacé de se révolter 4 ans plus tard lorsqu'un gouverneur romain avait planifié de désarmer la tribu. Le roi des Icénies voulait préserver la paix et avant de mourir, il confia la protection de son royaume à l'empereur romain, ainsi que sa femme Boudica et ses deux filles. Malheureusement, le roi a commis une grave erreur, car en vertu du droit romain, l'héritage n'est autorisé que par la lignée masculine. Ainsi, lorsque le roi meurt sans héritier masculin, les Romains annexèrent le royaume mycénie. C'était comme si la tribu avait été conquise alors même qu'elle n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille. Conquise en 43 par l'empereur Claude, la province romaine de Britannia occupe pour l'essentiel le sud-est, à l'exception des royaumes clients tels que ceux des Atrébates et des Icéniens. Un réseau de routes y a été tissé autour d'un axe principal. À l'est de cette voie, le pays est considéré comme sécurisé. À l'ouest, il reste plus instable. Depuis 58, la Bretagne est gouvernée par Gaius Suetonius Paulinus, qui dispose, outre des unités auxiliaires, de 4 légions pour tenir les territoires. La 9e Hispania contrôle le nord, vers le pays allié des Brigantes. La 14e Gemina à Wroxeter et la 20e surveille le remous en pays de Galles. Au nord et au sud, la 2e Augusta à Exeter tient la Cornouaille. Militaire aguerri et habile, il avait le premier franchi l'Atlas en Afrique du Nord. Paulinius a conduit plusieurs opérations dans le pays de Galles. Son prochain objectif, occuper l'île de Mona Engledse, grenier à blé des Ordovises du pays de Galles. Riche en mines de cuivre, l'île passe pour être le dernier asile d'opposants à Rome. Druides, dissidents, transfuges. Côté romain, des bateaux spéciaux sont construits, des troupes sont rassemblées. Sur le rivage de Mona, les attendent les guerriers en armes, mais aussi des femmes qui brandissent des torches et des druides qui prient. Passé leur stupéfaction devant un tel spectacle, les Romains l'emportent facilement. Paulinus installe une petite garnison et rase le bois sacré où avaient lieu des sacrifices humains. Lors de la prise de possession du territoire icénien, l'intégration est menée brutalement. L'épouse du roi défunt, la reine Boudica, est rouée de coups. Ses deux filles sont violées et elle-même avait été violée et fouettée. L'aristocratie essénienne est dépouillée de ses biens et certains de ses membres sont mis en esclavage. C'est là que la légende de Boudica commence véritablement.
En l'an 60 de notre ère, elle lève une armée. La reine pousse à prendre les armes et entraîne dans sa révolte les Trinovantes, qui vivent dans l'Essex et dans le Suffolk voisin. Le mouvement prend de l'ampleur, d'autres peuples s'y agrègent. Des causes plus profondes peuvent expliquer l'ampleur de ce soulèvement. Ainsi, sans être assuré avec certitude, on évoque souvent, derrière Boudica, la présence de druides dont les activités politiques et religieuses avaient été interdites en Gaule par Rome. Surtout, la domination romaine a bouleversé la vie traditionnelle des populations celtes. La nouveauté que constitue l'installation d'étrangers, la présence militaire, le tribut annuel à payer, les impôts, le recensement, s'ajoute le poids de l'administration romaine. Le premier procurateur fonctionnaire chargé des finances publiques connu en Bretagne se montre brutal envers ses administrés. Mais le pays en coupe réglé récupère les richesses que l'empereur Claude avait octroyées aux notables locaux. Mais Decianus Catus n'est pas le seul à faire sentir le poids de cette occupation. Ce n'est que le philosophe conseiller de Néron, qui avait prêté 40 millions de sesterces aux Bretons, exige le paiement immédiat de ses créances. Sur place, des vétérans romains, aidés par des soldats d'active, chassent des habitants de leur maison, les expulsent de leurs terres dont ils en prennent possession. Boudica ne perd pas de temps et ses forces détruisent Camillodunum, l'ancienne capitale trinovacienne, avant sa prise par les Romains. Lorsque les Romains, à l'intérieur de la ville, ont lancé un appel à l'aide, seuls 200 soldats ont été envoyés, et les forces de Boudica n'ont fait preuve d'aucune pitié, en anéantissant les habitants. Un gouverneur romain a tenté d'assister la ville, mais ses forces ont également été anéanties. Les archéologues affirment que la ville a été méthodiquement détruite par les rebelles. Le moment de la révolte était parfaitement réglé, car le gouverneur Gaius Suetonius Paulinus était occupé avec l'île d'Anglextay, où son armée était en train de détruire une colonie druide à Mona. En conséquence, les batailles initiales étaient unilatérales, l'armée de Boudica dépassant largement l'ennemi romain. La prochaine cible était Lugdunum, et alors que Suetonius était revenu avec une petite garnison, il avait décidé de ne pas défendre la ville et l'avait abandonnée à son triste sort. Lorsque l'armée de Boudica est arrivée, un massacre a eu lieu, et tous ceux qui se trouvaient dans la ville sont morts. Boudica, le nom signifierait la victorieuse, détermine la politique et s'affirme comme une chef de guerre dite Tacite, un mot que l'historien n'emploie généralement pas pour qualifier une femme. À ce titre, il lève les armées, harangue les troupes et guerroie montés sur un char. Rien d'original, sauf pour un Romain. Les Bretons ont coutume de combattre sous la conduite de femmes qui assistent, voire participent au combat. Boudica assume également des fonctions religieuses, ainsi que le signale son torque d'or. Prêtresse, elle invoque la déesse Andraste et pratique la divination avant la bataille. Un art essentiel chez les Celtes. L'originalité vient du moyen utilisé. Un lièvre que Boudica sort de ses vêtements, lance et dont elle observe la course. Un exemple unique dans le monde antique. Toutefois, ce geste est à rapprocher de la place particulière que cet animal occupe dans le monde celtique, particulièrement en Bretagne où il est associé à des sanctuaires. Selon la loi divine, il est interdit aux Bretons, note César, de manger du lièvre, de la poule et de l'oie. Cependant, il les élève par goût et par plaisir. Dans l'intention que porte Boudica à la course du lièvre, c'est un signe divin favorable qu'elle attend. La campagne militaire est brève, impossible de discerner des objectifs à long terme, sauf celui de chasser les Romains. Mais les visées immédiates de la reine sont perceptibles, instaurer un climat d'insécurité. Mais le premier vrai objectif militaire est la destruction du symbole de la présence romaine. Arrogante dans sa certitude d'imposer la paix, cette ville ouverte, sans murailles, capitale administrative de la province, s'enguerrit de ses monuments. Parmi eux, le temple au divin Claude, lieu du culte impérial pour la célébration duquel la noblesse locale indigène s'est ruinée. Le deuxième objectif, détruire les bases arrières de Paulinus, éviter une jonction entre les forces romaines et isoler le gouverneur à l'ouest, dans un pays mal pacifié. Venu de Lincoln au secours de Camillodunum, la 9e légion Hispania, conduite avec légèreté et sévèrement étriée par Boudica, son commandant s'échappe avec la cavalerie. L'infanterie est massacrée,
C'est le premier vrai engagement entre les forces romaines et les rebelles. Un sentiment de panique touche alors l'administration romaine. Le procurateur s'enfuit et passe en Gaule. Les rebelles, eux, voient leur force s'accroître et dépassent, selon Don Cassius, les 200 000 hommes. Chiffre peut-être excessif, mais qui prendra en compte femmes et enfants. Jamais cependant toute la Bretagne ne se soulèvera contre Rome. Reste à affronter Sertorius Paullinus. Délaissant Mona, le Romain regroupe ses forces sans dégarnir les territoires qu'il vient de pacifier. Perce à travers des régions peu sûres, rejoint Londres, le port commerçant de la province où se trouvent négociants, marchands et de nombreux fonctionnaires romains. Jugeant la ville indéfendable, il l'abandonne et marche vers le nord. Les Bretons prennent Londres, la brûlent avant de se lancer à la poursuite de Paullinus. En route, ils dévastent une autre ville. Les trois agglomérations les plus dynamiques du sud de la province sont ainsi réduites en cendres. Dans les trois cas, des témoignages archéologiques attestent la réalité de ces destructions. Au total, près de 70 000 citoyens romains et alliés périssent. Paullinus et environ 10 000 hommes, des légionnaires de la 14e Légion, un détachement de la 20e Légion et des troupes auxiliaires, se replient dans les Midlands. Fait défection, la 2e Légion, dont le préfet de camp Postumius refuse d'obéir. La rencontre a lieu à l'automne 60. Paullinus assure Tacite choisit soigneusement le terrain du combat. Un défilé fermé par un bois, flanqué par des collines, qui s'ouvrent sur une plaine où s'étalent ses ennemis. À l'inverse, Dion Cassius affirme qu'il est contraint au combat par les Bretons. La description du combat que donne Tacite penche en la faveur de ce dernier. Mais on ne sait pas exactement où a lieu la confrontation finale. L'affrontement est rude et longtemps indécis. Les chars et la cavalerie bretonne voltigent. Boudica, avec ses filles, encourage ses troupes. Mais les Romains chargent sans se désolidariser en formation de coin, auxiliaires et cavaliers se tenant aux ailes. Les Bretons, empêtrés dans leurs chariots, où se pressent les femmes et les enfants, ne peuvent ni reculer pour reformer une ligne de défense, ni s'enfuir. Le combat bascule en faveur des Romains, qui n'épargnent ni les enfants ni les bêtes de somme. 80 000 Bretons périssent, un nombre considérable si on compare aux pertes romaines. 400 tués, autant de blessés. Quant à Boudica, on ne sait pas si elle s'empoisonne à l'issue de la bataille ou meurt peu après de maladie. La reprise en main fut impitoyable. Postumius, l'officier qui avait désobéi, se donne la mort. Les autres légions reçurent des noms rappelant leur victoire. La 14e légion, celui de Marcia Victrice, la 20e, celui de Victrice. Pour ramener l'ordre, les troupes romaines furent renforcées par plusieurs contingents venus de Germanie. Ravagés par le fer et par le feu, ainsi qu'en témoigne l'archéologie, les territoires des vaincus furent quadrillés de forts par Paullinus. Cependant, Trêve comprit que la méthode forte, loin de rétablir la paix, prolonge l'insécurité et s'oppose à Paullinus. Peu après, vers le milieu des années 61, Paullinus est remplacé. Une nouvelle politique de conciliation est mise en place. À Rome, Paullinus est honoré par un congière à distribution de biens ou d'argent à la plèbe, et Néron est acclamé à la suite de la victoire de son général comme impérator pour la 8e fois. En Bretagne, dès 63, la paix est restaurée. Comme on l'a vu, la reine Boudica était la reine des Icènes. Elle fut fouettée en place publique, un châtiment réservé habituellement aux esclaves. Humiliée, celle-ci déclenche alors un soulèvement contre l'occupation de Rome. À la tête d'une coalition de tribus bretonnes, elle lance une campagne militaire au sud de l'île, pillant et brûlant plusieurs villes. Après avoir écrasé les Romains une première fois, l'armée bretonne fut cependant défaite de manière décisive. Le sort de la reine Boudica est incertain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.